Ok, alors salut, très bienvenue chez vous, très bienvenue sur Metafrat TV, votre chaîne qui vous donne toutes les informations de relatif à l'immigration pour les États-Unis et la vie, bien entendu, aux États-Unis. Donc aujourd'hui, vu que nous sommes pendant la période de la dévéloterie, nous n'allons pas faire exception. Nous allons justement essayer de vous donner certaines petites informations d'usage qui pourraient bien évidemment vous éviter certaines petites erreurs afin de pouvoir maximiser comme ça vos chances d'être sélectionné comme gagnant de la dévéloterie en mai de l'année 2024 prochain. Donc voilà, bienvenue à vous tous qui êtes là. S'il vous plaît, partagez le lien du direct. Rassurez-vous que vous nous avez lâché votre magnifique pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Rassurez-vous également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier comme ça d'activer la cloche des notifications. Et dans l'entretemps, si vous avez une question, une préoccupation pendant que nous sommes là en direct, n'hésitez pas comme ça de nous la laisser en commentaire. Nous allons prendre le soin d'y répondre avant de nous séparer. Donc aujourd'hui, très vite fait, nous allons essayer de discuter autour de deux points essentiels qui sont des points à risque parce que justement beaucoup de gens ignorent comment ils peuvent s'y prendre quant à cela. Il s'agit d'une part du pays que vous êtes censé déclarer en prenant part à la dévéloterie. De toute façon, le pays d'éligibilité est un des points majeurs qu'il faille à tout prix respecter si vous voulez comme ça maximiser vos chances au cas où vous seriez sélectionné. Parce que être sélectionné est une chose, mais avoir le visa en fin de compte en est une autre. Alors, le deuxième point que nous allons épingler ici, donc la deuxième erreur à éviter que nous allons épingler ici, c'est justement le membre de famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quelle situation il faut déclarer qui? Et dans quelle situation il ne faut pas déclarer quelqu'un? Donc, on va essayer un peu de bavarder ou discuter autour de ces deux sujets. Enfin, on va prendre vos questions avant de nous séparer pour aujourd'hui. Alors, comme je le disais tantôt, chaque fois qu'on a lancé une nouvelle édition, il y a les pays d'éligibilité qui sont comme ça communiqués, essentiellement les pays qui ne sont pas éligibles. Parce que s'ils devaient se mettre à lister les pays qui sont éligibles, le travail sera très grand. Alors, pour ce faire, on publie plutôt les pays qui ne sont plus approuvés ou admis dans la dévéloterie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer ici d'épingler ce qu'on appelle le pays des chargeabilités. Donc, quand vous remplissez les formulaires, quelque part, on vous demande c'est quoi votre pays de résidence et quelque part, on vous demande c'est quoi votre pays d'origine, votre pays de naissance. Alors, quand on parle de chargeabilité, essentiellement, ici, on voit le fait de l'événement naissance. Okay? On peut aujourd'hui, au fil des temps, on peut en fin de compte se décider à porter une nouvelle nationalité pour certaines raisons qui nous sont propres. Évidemment, on peut arriver comme ça à avoir peut-être deux nationalités. Il y a dans ce pays-là, de ces pays où la nationalité n'est pas cumulative. Donc, il y a tu ne peux pas porter deux nationalités. Ça veut dire que si tu as cette nationalité-ci, tu es tenu de rejeter l'autre. Tu ne peux pas porter deux nationalités simultanément. Donc, tu dois te décider laquelle des deux nationalités porter. Et il y a des ceux qui peuvent porter jusqu'à 2, 3, 4 nationalités. Ça dépend justement des différentes constitutions des pays dont ils sont comme ça citoyens. Donc, voilà. Mais quand vous prenez part à la dévéloterie, les pays dont il est ici question, les pays qu'il faut ici renseigner, c'est ton pays d'origine. Ça veut dire le pays qui t'a vu naître. Si tu te décides, en fin de compte, pour certaines raisons, quand tu prends part à la dévéloterie, disons au fil des temps, tu es devenu citoyen français, par exemple, alors que tu es originaire de la Côte d'Ivoire. Quand tu prends part à la dévéloterie, vu que tu as un passeport français, tu n'as pas de passeport ivoirien, tu te décides, en fin de compte, de participer à la dévéloterie comme étant un Français d'origine, alors d'office, tu vas être sélectionné, oui, peut-être, mais tu ne vas pas avoir ton visa. On va te rejeter, justement, on va te refuser les visas, justement parce que le pays que tu as déclaré n'est pas celui qui devait être déclaré pour ton cas. Parce que justement, tu n'es pas né français d'origine. Tu as acquis la nationalité française au fil des temps. Alors, c'est une erreur très courante que beaucoup, en tout cas beaucoup de participants, commettent lorsque vient le moment de pouvoir s'inscrire à la dévéloterie. Alors, je me suis dit, je vais devoir tirer comme ça la sonnette d'alarme pour essayer d'alerter plus d'une personne afin de voir comment ils peuvent s'y prendre, afin justement d'éviter ces genres d'erreurs qui semblent insignifiantes, mais qui peuvent tout de même avoir des faits vraiment néfastes au fil du temps. Parce que vous savez, pour être sélectionné,
C'est déjà pas tout le monde qui peut l'être. Et si tu as la chance comme ça d'être sélectionné, il vaut mieux maximiser tes chances pour enfin peut-être obtenir ton visa pour les États-Unis. Donc c'est comme ça que je m'étais décidé ici d'épingler en premier lieu ces points-là qui est ici de la nationalité de chacun des participants. Alors comme je l'avais mentionné l'autre fois, tu peux être originaire d'un pays qui est frappé d'inéligibilité. Cela ne veut pas dire que toi non plus, tu n'es pas éligible. Parce que ça dépend. Il y a des facteurs qui peuvent faire que, peu importe le fait que ton pays soit retiré de la liste d'éligibilité, mais si tu es issu d'un mariage dont l'un des parents, par exemple, est originaire d'un autre pays qui demeure encore éligible, bien sûr, tu peux prendre part à la dévéloterie en déclarant ton parent ou, au cas contraire, ton partenaire de mariage, par exemple. Tu peux faire ça comme ça, tu déclares la nationalité de ton partenaire de mariage. Seulement, peu importe le fait que tu sois porteur d'un passeport d'une autre nationalité que tu as acquis au fil du temps, il ne faut jamais déclarer la nationalité acquise comme étant ta nationalité en jouant à la dévéloterie. Quand tu joues à la dévéloterie, déclare ton pays d'origine comme étant ton pays de chargeabilité, peu importe le fait que quand tu vas aller chercher les visas, tu vas utiliser les passeports français ou les passeports de ton nouveau pays. Donc, ça ne va pas faire un problème du tout si tu déclarais ton pays d'origine alors que tu n'es plus citoyen de ces pays-là, tu as renoncé à cette nationalité-là et que tu vas utiliser un passeport autre. Donc, peu importe cela, tu dois à tout prix déclarer ton pays d'origine. Ne commets pas cette erreur-là de déclarer les pays dont tu as acquis la nationalité parce que justement, ça va te rattraper. Tout va sembler bien, tout va sembler bon. Le traitement va poursuivre son cours normal jusqu'au terme. Et le moment venu lors de l'interview, c'est là que tu vas te voir être finalement refusé les visas après avoir commis énormément d'efforts, après avoir fourni ou même dépensé beaucoup d'argent. Donc, il serait mieux et préférable que tu sois avisé et informé en amont afin de pouvoir prendre la meilleure décision pour t'aider à prendre part à la dévéloterie, ok? Alors, cela étant dit, notre deuxième point, c'est celui relatif aux membres de famille qu'il faut, comme ça, déclarer. Alors, beaucoup de gens s'hasardent à pouvoir faire de petits montages, croyant que ça pourra les aider à avoir, en fin de compte, à être sélectionnés d'abord et ensuite avoir leur visa. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a de ceux qui vont déclarer les enfants qui ne sont pas les leurs. Il y a de ceux qui vont déclarer les partenaires de mariage qui ne sont pas les leurs non plus. Et il y a de ceux qui se décident finalement, délibérément comme ça, de ne pas déclarer certains membres de leur famille comme femme ou mari, peut-être encore les enfants, dont l'âge est admis dans les critères, bien sûr, d'éligibilité de la dévéloterie. Alors ça, c'est un problème, ça peut te rattraper. Alors quand je parle de ceci, je vois de ceux qui s'aventurent à créer d'informations. Il y a de ceux pour qui ça marche parce que ce ne sont pas des petits dieux, les officiers consulaires, qui sont bien sûr attachés dans vos différents pays, ce ne sont pas des devins, pour pouvoir justement deviner ou lire justement dans le fait de vous voir comme ça, être à mesure de lire toute votre histoire, etc. Et commencer à vous dire qu'écoutez, tu avais déclaré Marie-Hélène qui n'est pas en réalité ton épouse, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des ceux qui ont beaucoup de chances, qui savent faire les montages et qui savent aussi bien mentir. C'est-à-dire qu'ils vont arriver devant l'officier consulaire sans broncher, raconter une histoire qui n'a pourtant pas existé et faire en sorte que ces derniers puissent croire à ce que l'officier consulaire, bien entendu, puisse croire que c'était une histoire vraie qui s'est vraiment produite. Vous voyez, il y a des ceux maintenant qui ne sont pas très à l'aise après ces genres de montage. Ils vont laisser transparaître des petites insuffisances dans l'histoire racontée. Et en fin de compte, on vous refuse comme ça les visas. Alors, il faut veiller à cela. Tout ce que vous allez faire, c'est, si vous êtes marié, renseignez votre partenaire de mariage. Ça veut dire, si vous êtes légalement marié. Okay? Légalement marié veut dire que vous vous êtes présenté au devant d'un officier consulaire pour célébrer votre mariage civil et des papiers, des témoins ont comme ça signé leurs papiers et il y a les deux familles qui sont accordées, il y a des témoins qui ont signé pour attester que effectivement monsieur X et Y et madame Y se sont convenus pour s'unir, etc. Et à telle date, l'officier d'état civil a acté leur mariage, leur union, etc. dans des documents comme ça qui doivent être présentés les jours J lors de l'interview
pour justement attester que le mariage est authentique et vrai. En dehors de ça, il y a dans nos coutumes et cultures africaines, il y a d'autres mariages. Il y a de ceux qui se marient juste, qui se limitent que à faire la dot. C'est aussi un type de mariage, c'est un mariage traditionnel, mais il faut aller déclarer ces mariages-là à la mairie ou à la commune. Vous voyez, il y a des entités qui gèrent les affaires traditionnelles dans nos différentes communes. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, chez moi c'est commune. Tu peux aller là-bas et on va t'indiquer, on va te donner des directives sur comment tu prendre pour pouvoir officialiser un mariage traditionnel. J'ai déjà vu des documents. Voilà, il y a eu des familles qui se sont mis d'accord pour marier leurs enfants et ils n'ont pas fait aux yeux de l'officier consulaire, mais par contre, ils l'ont fait du côté de deux familles, un peu comme pour dire le mariage traditionnel. Et on peut vous donner des documents qui attestent que le mariage traditionnel a été comme ça, enregistré à telle date, dans telle contrée, etc. On peut vous remettre des documents comme ça que vous pouvez tout de même présenter le moment venu pour soutenir l'existence et la véracité même de votre mariage. Alors, en dehors de ça, il y a, avant même d'aborder la question des enfants, je peux aborder la situation des personnes qui étaient autrefois mariées et qui ne le sont plus. Alors ici, nous avons deux situations essentiellement. Il y a ceux qui se sont officiellement divorcés. Parce que si tu es divorcé, quand tu remplis le formulaire, il y a quelque part où on te demande ton statut marital, okay? Ton statut matrimonial, où tu dois indiquer soit tu es marié, soit tu es célibataire, soit tu étais marié et divorcé ensuite, ou soit tu es veuf ou veuve, etc. Donc tu vas devoir indiquer les statuts qui te va le mieux. Si tu étais marié autrefois, tu dis je suis divorcé. Okay? Si par hasard, par malheur, ton partenaire de mariage ne serait plus en vie, et là tu vas dire je suis veuf, selon les cas, veuve. Okay? Tu donnes ta situation, tu donnes les informations relatives à toi par rapport à ta situation actuelle. Ne donne pas tes informations par rapport à ce que tu vas devenir au prochain mois. Renseigne plutôt tes informations d'aujourd'hui par rapport à ce que tu es maintenant et tout de suite là. Okay? Alors, en dehors de ça, le deuxième cas, c'était celui où le mariage n'est pas officiellement de fait. Ça veut dire où on a eu à signer un arrêté comme ça du tribunal pour prononcer le divorce, mais vous êtes en séparation des corps. Ça encore là, il faut donner une petite nuance à ça. Alors, au cas où vous êtes séparés de corps et que cela est soutenu légalement, parce que parfois, le tribunal peut vous mettre dans ces statuts-là, question de voir justement si on peut arriver à sauver les meubles. Voilà, les familles peuvent se mettre ensemble pour essayer un peu d'avoir palabre, voir combien est-ce qu'on peut arriver à réunir les deux enfants, etc. Mais quand tu prends part à la dévéloterie, tu vas toujours indiquer que tu es marié. C'est vrai qu'au fil du temps, tu peux te décider en fin de compte, au cas où tu es sélectionné, de voyager ou non avec ses partenaires avec qui tu es en séparation des corps, pourvu que des documents puissent l'attester. Parce qu'il ne suffit pas que de dire que voici, je suis ceci, je suis cela. Il faut plutôt, ou bien par contre, il faut être en mesure de pouvoir fournir des documents, des soubassements qui puissent soutenir ce que vous avez renseigné dans votre formulaire d'inscription à la dévéloterie. Donc, comprenez que pour le premier cas, si vous êtes marié, dites que vous êtes marié, donnez les informations de votre mari, et déclarez ces derniers avec sa photo à l'appui, bien sûr, une photo passeport comme celle que vous aurez utilisée pour vous-même. Et au cas contraire, si vous n'êtes pas officiellement divorcé, vous allez faire la même chose, déclarer le mari, donner ces informations, et puis au moment où on va peut-être tirer au sort et que par hasard vous êtes sélectionné, c'est maintenant là que vous allez vous décider si vous voulez mener des démarches avec cette personne avec qui vous étiez en séparation des corps légale. Et si vous désirez, peut-être vous vous dites, écoutez, on a eu des enfants avec lui, peu importe le fait que je ne veux plus être avec lui, mais je veux quand même partir aux États-Unis avec cette personne. Et là-bas, il va se débrouiller comme il voudra. Là aussi, vous pouvez faire la demande de visa ensemble. Il va remplir son DS 260, tu vas faire le tien. Et vous allez comme ça poursuivre votre belle aventure comme étant gagnant de la dévéloterie 2025. Donc, c'est très important. Il fallait donner toutes ces petites nuances parce que beaucoup de personnes ignorent ça et je vois que très peu de gens
parler de tout ça, et c'est comme ça que je m'étais décidé aujourd'hui de venir parler de ça. Pour les membres des familles, il n'y a pas que le partenaire de mariage, il y a également les enfants. Et même pour les enfants, nous avons 2 cas, je peux même dire 3 cas. Le premier cas, c'est les enfants que nous avons eus dans notre union, donc les enfants qui appartiennent à la fois au messieurs et à la dame, qui sont nos enfants propres, bien entendu, dont l'âge varie entre 0 et 21 ans. Okay, ces enfants-là doivent être déclarés du moment où ils ne vivent pas encore aux États-Unis comme étant résidents permanents ou citoyens américains. Vous voyez, on est censé les déclarer, peu importe où ils se retrouveraient, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Afrique du Sud ou dans n'importe quel coin du monde, du moment où ils sont dans cette fourchette d'âge, on est censé les déclarer comme étant nos enfants. En dehors de ces enfants-là, nous avons aussi des enfants par alliance. Ça veut dire l'enfant que ma femme a eu avant notre union, et quand on était jeune, elle a eu à faire un enfant ou 2 avant le mariage, et ensuite on s'est marié. Ces enfants-là doivent tout de même être déclarés comme étant le mien, au cas où j'ai joué comme candidat principal et déclarant ma femme. Donc je vais aussi déclarer ces enfants-là comme étant le mien, du moment où leur âge varie entre 0 et 21 ans, peu importe où ils se retrouveraient également. Alors, en dehors de ça, il y a, bien entendu, les enfants de plus de 21 ans et ceux qui sont mariés. Alors, ces enfants-là, on ne les déclare pas, ils seront déclarés, ils vont le faire par eux-mêmes ou ils seront déclarés peut-être par leur partenaire de mariage au cas où ils seraient, comme ça, mariés. Alors, en dehors de ça, je crois, qu'est-ce que je devais parler de quoi d'autre sur les membres des familles? Je crois avoir tout brossé, essentiellement. Je crois avoir tout brossé, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de relatif à ces 2 points essentiels lorsque vient le moment de pouvoir prendre part à la développerie. Veillez sur ça, veillez sur votre pays de chargeabilité, qui veut dire ici les pays qui vous a vu naître. À défaut, pour ce pays-là d'être éligible, vous pouvez déclarer le pays de chargeabilité de votre partenaire de mariage ou de l'un de vos parents, de ceux qui sont issus des parents qui proviennent de 2 différents pays. Donc, tu peux déclarer les pays de l'un comme de l'autre, ça va poser aucun seul problème. Il faut éviter de déclarer son pays dont on détient ou on a le passeport. Okay? Parce que là, tu as juste acquis une nationalité, ça ne fait pas de toi un originaire de ces pays-là. Or, quand tu prends part à la développerie, quand on évalue le nombre de personnes qui vivent aux États-Unis comme résidents permanents, on évalue cela par rapport aux ressortissants d'un pays donné sur base de l'événement naissance et non sur base de l'événement naturalisation. Donc, c'est très important et on peut comme ça te refuser les visas les moments venus alors que tu as beaucoup donné en termes d'énergie, de ressources, etc. Et en fin de compte, pour une erreur aussi mineure, aussi négligeable, on arrive comme ça à te refuser les visas après avoir été sélectionné dans la multitude. Souvenez-vous, on sélectionne énormément, plutôt il y a énormément de gens qui participent et on sélectionne qu'à peine la moitié du pourcent de nombre de participants. Et là encore, pour avoir son visa, il faut vraiment sérieusement batailler. Donc, pour éviter ces genres d'erreurs, veillez à ceci. C'est très important. Regarde le pays que tu vas renseigner en prenant part à la développerie. Et en dehors de ça, il y a ceux qui s'hasardent, bien sûr, à pouvoir faire du montage pour ce qui est de leur famille, en ajoutant des cousines, des neveux, etc., comme étant leurs propres enfants. Ça peut te rattraper les moments venus. C'est très important de veiller sur ça et d'éviter à ce que ces petites erreurs puissent compromettre toutes vos chances après avoir été comme ça sélectionné le moment venu pour vous accorder le visa. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à dire